L'ambassadeur des USA en Côte d'Ivoire a donné la position de son pays sur la situation en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens se rendent aux urnes ce 31 octobre 2020. Vous êtes diplomate et un observateur de la vie politique. Comment entrevoyez-vous cette élection? Cette élection est une opportunité très importante pour la Côte d'Ivoire sur le chemin de son progrès. Pour progresser, tout pays a besoin d'investissement. Et les investisseurs ont le choix. Un investissement est une dépense consentie dans l'espoir de réaliser un bénéfice. Pour que cet espoir existe, il faut qu'il y ait les conditions nécessaires, à savoir, la stabilité, la prévisibilité, l'application équitable des lois, la bonne gouvernance en général. Tout cela est à prendre en compte. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, cela est particulièrement pertinent, parce que c'est un pays qui intéresse les investisseurs. Si cette année électorale se passe bien, il pourrait y avoir beaucoup d'investissements. L'enjeu est donc important. Sur les 44 candidats, seulement 4 ont été jugés éligibles pour prendre part à l'élection. Avez-vous un commentaire sur cette situation? Il y a beaucoup de candidats qui n'ont pas été retenus. Je pense que le Conseil constitutionnel a jugé qu'ils ne remplissaient pas les critères. Dans tout pays, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui tranche. Qui dit la loi dans ce pays? Il faut qu'il y ait une réponse claire à cette question. En Côte d'Ivoire, pour les questions de ce genre, je crois bien que c'est le Conseil constitutionnel qui tranche. Les États-Unis respectent la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Je vois donc mal mon gouvernement contredire ce qui est dit par la plus haute instance ivoirienne. Pensez-vous, dans ces conditions, que le scrutin sera apaisé? Hier, il y a eu des barricades sur des routes? Il y a un vieux dicton qui dit, il faut 2 pour faire la paix, mais il suffit d'un seul pour faire la guerre. Chacun doit assumer sa part de responsabilité. Le recours à la violence est inacceptable. Et ce pays a déjà trop souffert du recours à la violence. J'étais à Bouaké il y a quelques jours. Le maire m'a expliqué qu'avant la première crise, Bouaké était la 2e métropole économique de toute la zone UMOA, devant Dakar au Sénégal. Cette ville est aujourd'hui à la 4e place en Côte d'Ivoire. Les gens de Bouaké, la population de Bouaké a bien compris que la violence mène au désastre. J'étais très fier de lancer, avec le maire, une campagne de sensibilisation financée par le gouvernement américain, au cours de laquelle, les représentants de différents partis politiques donnaient tous le même message contre les discours de haine et de division. On avait des représentants du RHDP, du PDC, du FPI et de GPS. Les partisans de l'opposition ont autant de droits de s'exprimer que ceux du pouvoir. Les supporters de l'opposition ont le droit de se rassembler tranquillement. Le comportement des forces de l'ordre est censé être tel qu'on n'arrive pas à deviner que le meeting rassemble des militants de l'opposition ou du parti au pouvoir. Je profite pour dire que je pense que le régime a une belle occasion maintenant de prendre une position claire concernant les rapports, a priori, crédibles d'agression visant les supporters de l'opposition qui essayaient de se rendre au stade Levier-et-Camp dernier. Peut-être qu'il y a eu une annonce à cet effet, mais moi, je n'ai pas connaissance d'une telle annonce par le régime. Et je suis convaincu que ce serait une très bonne chose. Est-ce qu'il est prévu de déployer des observateurs américains pour le suivi de cette présidentielle? Plusieurs membres de l'ambassade, y compris moi-même, sont accrédités en tant qu'observateurs. Nous l'avons déjà été lors de l'opération d'enrôlement sur le listing électoral en juin. Nous avons déjà une équipe d'experts en observation électorale à long terme. Ce sont pour la plupart des Africains financés par le gouvernement américain. Il y a aussi la formation par l'UZ et son partenaire NDI, l'Institut national démocrate des États-Unis, d'observateurs ivoiriens issus de la société civile. Et là, il est question de centaines d'observateurs. Le 30 septembre, vous avez rencontré les membres du Conseil constitutionnel. Quel était l'objet de cette visite? J'ai présenté au président du Conseil constitutionnel les chefs de cette mission d'observation électorale à long terme, composée d'Africains et de quelques Européens. C'est une mission financée par le gouvernement américain, mais qui est indépendante. Je les ai présentés et je me suis retiré. Ils ont eu une discussion approfondie avec le président du Conseil constitutionnel et certains de ses collaborateurs. J'ai profité de l'occasion pour avoir une visite de courtoisie, un tête-à-tête, avec le président de cette institution. J'aurais pu le faire avant mais la pandémie du coronavirus a bouleversé le programme de tout le monde.
C'est dans ce contexte qu'il faut inscrire ma visite au Conseil constitutionnel.